ceux qui ne la connaissent pas bien en détail, reprenez vos livres d'histoire et étudiez-la. Nous devons faire un certain nombre de repères du point de vue des dates. Il y a ici un tableau que je voudrais que vous repreniez. Nous l'avons déjà vu à propos de la diaspora. Donc vous avez couru avec moi jusqu'à 4 heures. Autant de cette communauté d'Esther et de Mordechai, et la correspondance de ce qui s'est passé dans notre temps. Enfin, c'est pas tellement cela qui va nous occuper, mais le déroulement des dates. Alors vous avez dans votre grand graphique, vous avez ici, là, vous voyez, cette date-là que vous allez prendre, vous voyez, c'est à la fin du premier temps, dans le grand graphique. Vous y êtes ? Voilà, vous avez une date là, vous allez me donner. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Nahon. Bon, alors ça c'est la destruction du premier royaume de Juda. Okay ? Alors que la destruction du premier royaume d'Israël, vous l'avez bien avant. Hein ? Vous l'avez ici, sur cette ligne-là. Vous avez marqué exil d'Assyrie, c'est ça ? Voilà. Alors là, c'est la destruction. Vous voyez, le schisme entre les deux royaumes s'est fait juste après le temps du roi Salomon. Et puis vous avez le royaume de Juda qui continue et le royaume d'Israël qui a été détruit. C'est ce qui vous est marqué là, l'exil des tribus. Bon, alors l'exil du royaume d'Israël s'appelle l'exil d'Assyrie, A2SY, Ashur en hébreu, alors que l'exil du premier royaume de Juda, dans la date là que vous m'avez donnée, 3338, c'est ça ? C'est la fin vient plus tard, et c'est la fin du royaume de Judée, le premier royaume de Judée, qui avait donc pour capitale Jérusalem, alors que le royaume du Nord avait pour capitale voilà comment on envoie les gens en enfer. Vous êtes sûr que la capitale du royaume d'Israël, c'est Shrem ? Samarie, Chamrol. Oh, Samarie. Vous n'avez pas entendu parler de la Judée et de la Samarie ? Ben voilà d'où ça vient. Hein ? Donc, et alors ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ce qu'on vous appelle ici, dans la ligne du haut, l'exil de Babylone, vous allez le prendre en hébreu d'ailleurs, c'est Galut Babel, c'est l'exil du premier royaume de Juda. C'est clair ? Bon. Vous vous rappelez que le premier royaume de Juda était constitué par 2 tribus et demie, qui sont Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Manaché. Donc, Yehuda, Binyamin et Chatzi Menaché. Les 9 tribus et demie autres étaient groupées autour de la tribu d'Éphraïm dans le royaume du Nord. Alors, le royaume du Nord a été détruit et exilé le premier dans l'exil de Ashur. La Syrie, c'est la même contrée d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était la civilisation assyrienne qui était dominante. Et puis, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais je crois que c'est 100 et quelques années plus tard, 180 grosso modo années plus tard, le royaume de Juda a été détruit par la même Assyrie, la Babylonie, c'est un autre nom du même. Et puis, cet empire de Babylonie a été finalement conquis par le royaume de Perse. En fait, il y avait 2 peuples qui étaient à la tête de ce royaume, un peu comme l'Autriche-Hongrie, les Austro-Hongrois, là. C'était les Perses et les Mèdes, la Perse et la Médie, Paras ou Madaï en hébreu. Bon. Alors, je vais vous parler très, très brièvement du thème d'identité de cet empire. Tout ce que nous allons apprendre par rapport à Purim est très parallèle à ce qui se passe pour Pessah.
Pessah, c'est la délivrance de l'exil d'Égypte. Purim, c'est pas la fin vraiment de l'exil de Babylone, quoique ça va être l'époque de la fondation du deuxième royaume de Juda, mais c'est en tout cas le salut par rapport à un danger de destruction analogue à celui duquel le peuple d'Israël a été sauvé à la sortie d'Égypte. Mais il y a beaucoup de différences, bien entendu, mais vous verrez que c'est extrêmement parallèle. Alors, une première note dans le thème que je voudrais analyser maintenant, qui est le thème de l'apparition de l'identité juive à proprement parler à cette époque, c'est, si vous voulez, de la même manière que la Torah nous raconte l'histoire des Hébreux, eh bien, la Megillat Esther nous raconte l'histoire des Juifs. Et le premier thème que je voudrais établir, c'est d'abord l'identification socio-historique et politique du royaume de l'Empire de Perse. C'est-à-dire dans quel type d'empire la première communauté juive de la dispersion s'est constituée, et les événements qui s'y sont rattachés. Et vous verrez que c'est un thème extrêmement important, ainsi que les thèmes qui vont suivre, parce que c'est là que nous avons l'essentiel de l'enseignement de la tradition concernant l'identité juive. Tout commence là. Et ça se termine de nos jours, comme vous savez d'autre part. Je crois que, entre autres signes, si vous voulez, le fait que l'identité juive de diaspora ait commencé dans la Perse et que ça s'achève, cette communauté-là s'achève de notre temps, d'Afghan en Perse, c'est pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais vous citer en passant d'ailleurs un enseignement du Maharal, dont je vous donnerai la référence à l'année d'études, si vous me le rappellerez, parce que j'ai pas mon livre ici. C'est que vous avez déjà appris, je suppose, probablement avec moi, c'est que l'histoire d'Israël va avoir à traverser un certain nombre d'empires. Nous avons appris cela? À quel propos? Bon, on a appris cela, mais à quel propos? Introduction à la notion d'exil. Ah, c'est possible. Alors, c'est d'abord l'empire de Babel, l'ancien empire de Babel d'où sort Abraham. Okay? Et l'exil corollaire, c'est l'exil en Égypte. Vous vous rappelez de cela? Ensuite, il y a l'empire de Perse, c'est la Perse et la Médie, Parasumadaï, d'où sort, qui sort de cet exil corollaire de l'empire de Perse, Ezra et Néhémie. Mais la communauté juive de diaspora va rester dedans. Ezra et Néhémie sortent avec un cinquième du peuple, une fois de plus, pour fonder le deuxième royaume de Juda. C'est l'époque immédiatement, quelques années après les événements que raconte la Megillat Esther. Nous allons revoir ce tableau tout à l'heure. Et puis, ensuite, il y a eu Yavan, la Grèce, et l'identité d'Israël corollaire, c'est les Maccabis. Ici, c'est un exil, on a appris, c'est un exil un peu particulier, c'est un exil sur la terre même d'Israël. Et finalement, c'est Yehuda Maccabi, Mattatyahu Hashmonaï, qui est le héros de la victoire contre les Grecs. Oui. Et puis, en fin de compte, le quatrième, c'est l'Empire de Rome, d'où nous sortons maintenant. Familiarisez-vous bien cela avec ça. Oui, des personnages comme ceux dont on vous parle à la fondation du sionisme sont au niveau de les Maccabis, Ezra et Néhémie et Moshe Rabbeinu. C'est les mêmes identités. Vous comprenez cela? Bon, sous des styles et des apparences et des réalités historiques différentes, mais c'est le même thème. C'est clair? De la même manière que l'identité hébraïque sort d'Égypte, l'identité juive judéenne sort de la Perse et de la Grèce, l'identité israélienne sort de Rome. Enfin, de cette contemporanéité-là. Vous suivez bien? Donc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais dire 10 tribus au lieu de 9,5, en réalité c'est 9,5, les 10 tribus du royaume d'Israël ancien. Okay? Vous vous situez bien maintenant, avec comme capitale Samarie. Se sont très rapidement perdus. Ils ont perdu tout contact avec Eretz Israël. Okay? Beaucoup de tribus se sont préservées dans leur fidélité à leur manière, dans toute cette région du monde, l'Inde y compris. Okay? Je ne reviens pas sur les détails, je vous ai souvent un peu parlé de ça, souvent ou un peu, peu importe. Et puis en fin de compte,
par exemple, les Pashtuns dont je vous ai parlé, qui, il y a quelques siècles, se sont convertis à l'islam, mais ils ne vont plus faire partie de l'histoire qui commence avec les Juifs. Vous comprenez ce que je veux dire, okay? Et alors, évidemment, toutes ces tribus se sont perdues, elles se sont dépersonnalisées, et c'est une des questions que nous aurons à étudier. Pourquoi l'exil de l'ancien royaume d'Israël s'est perdu, quelle que soit la certitude, une prophétie que nous avons, qu'ils reviendront à la fin des temps, et ça commence à s'identifier un peu partout, alors que l'exil de Juda, lui, s'est maintenu. Alors vous allez noter toutes ces questions-là. Okay? Ça, c'est un des thèmes importants. Je vous dirai pourquoi je vous ai cité cette question. Je vous donne tout de suite la réponse, pour que ça vous aide un peu à réfléchir. Parce que la différence qu'il y avait entre l'ancien royaume d'Israël et la Judée, c'était la relation à la Torah. Vous voyez, les tribus de l'Israël du Nord avaient l'identité hébraïque nationale, comme les tribus du Sud de la Judée, okay? Mais finalement, la relation, la fidélité à la Torah préservait les Juifs, alors que ce manque de relation à la Torah a fait perdre l'identité d'Israël, de ses descendants d'Israël, les 10 tribus. Vous voyez ce qui s'est passé? Est-ce que c'est clair? Bon, et nous allons voir comment la Megillat Esther nous enseigne cela. Or, quand je dis, et c'est très facile à comprendre, c'est-à-dire toutes ces tribus d'Israël, quelle que soit leur fidélité nationale à l'intérieur d'un empire comme celui que je vais vous décrire, eh bien, finalement, très rapidement, le fait qu'il n'y ait pas la différence spécifique d'Israël en relation à la Torah fait que leur différence avec les autres ethnies au sein duquel elles se trouvaient devenaient des nuances folkloriques qui se perdent rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce qui guette chaque fois qu'une population juive, qu'une communauté juive se coupe de la Torah et devient cosmopolite avec comme différence avec la nation dans laquelle elle vit que des nuances folkloriques. Vous comprenez? Par exemple, ce qui est en train de se passer en France pour une très grande partie de la population juive, qui n'a de différence avec les autres Français que le couscous ou le gefilte fish. Ça ne tient pas le coup longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, lorsque la relation à la Torah est coupée, alors la différence nationale, qui, tant qu'elle est vivante, est un magen, un bouclier, si vous voulez, finit par se dénaturer, devenir cosmopolite, populiste, si vous voulez. Si Abraham Golek était là, on s'attraperait, parce que c'est très exactement, si vous voulez, ce qu'a voulu faire, par exemple, un mouvement comme le Bund. On vous a parlé du Bund? J'avais déjà, vous voyez ce que c'est? Et alors, finalement, bon, beaucoup de descendants des bundistes sont redevenus des Juifs et des Israéliens. Okay? C'est arrivé. Mais, grosso modo, cette population, devenant cosmopolite, ne se différenciant avec les goïms chez lesquels elle vit que par une espèce de culture qui devient des bêtises de folklore, okay? Alors ça ne tient pas le coup. Voilà pourquoi les 10 tribus d'Israël, alors qu'ils étaient la masse nationale du point de vue numérique, se perdent. Ça, c'est pas tout de suite, c'est pas du jour au lendemain. À la longue, en fin de compte, chaque ensemble humain, dans son style historique, vu le paysage où il se trouvait, et ce sont des populations qui se sont répandues dans l'Europe entière, okay? Mais surtout dans toute cette grande partie du nord de l'Asie. Okay? Et ils sont devenus de braves goïms qu'on retrouvera à la fin des temps, lorsque leur trace d'âme hébraïque se réveille, alors on les retrouve. Okay? Et c'est pas simple, parce qu'ils arrivent avec des déguisements de pourris. Okay? Mais pour arriver à diagnostiquer les maloupes, si derrière une apparence de goy il y a un vrai juif, il faut le faire. Mais ça revient. Okay? Et puis, enfin, juifs, ils n'ont jamais été, je veux dire, hébreux. Okay? C'est ça que je voudrais vous expliquer. Mais il y a un phénomène important, c'est que des familles de toutes ces tribus-là ont rejoint à Babel, à Babylone, c'est-à-dire qui deviendra l'Empire perse, ont rejoint les tribus du royaume de Juda dans leur exil. C'est clair? Du premier royaume de Juda.
Ça veut dire les communautés de la diaspora des Judéens ont reçu en leur sein énormément de membres du premier exil d'Assyrie, des 10 tribus perdues, qui, à l'échelle familiale ou même à l'échelle individuelle, ont rejoint les Judéens. Et c'est pourquoi le peuple juif qui va sortir de ces Judéens exilés, contient en son sein, ne serait-ce que sous forme de germe, l'identité de toutes les tribus. Mais l'identité dominante, c'est l'identité de la tribu de Juda et de Benjamin. C'est clair? C'est-à-dire, chez les Juifs, par la suite, je vais reprendre l'analyse historique, il y a des descendants de toutes les tribus d'Israël, mais sous forme récessive, comme on dit en génétique. La dominante, c'est Juda et Benjamin, avec un peu de Manassé, et bien sûr les Lévites, la tribu de Lévi, la partie de la tribu de Lévi qui était avec le royaume de Juda. C'est clair? J'ai bien cela. Et nous avons dans les Divrei Yamim, dans les chroniques, la généalogie de toutes les familles, de base, les familles, les clans, si vous voulez, qui ont constitué cette première communauté de la diaspora. Alors, première chose, nous avons, dans ce qui vous est appelé l'exil de Babylone, dans votre tableau, c'est la diaspora de la Judée du premier royaume de Juda. C'est clair? Bon. Et cette diaspora ne s'est pas seulement constituée à la destruction du premier royaume de Juda. Elle s'était déjà constituée depuis le début de l'histoire du royaume de Juda. Vous suivez? C'était une très grande diaspora, numériquement très grande. Je parle des Judéens. Je ne parle plus des Israélites de ces 10 tribus, dont des familles, des individus sont venus rejoindre les Judéens. Ils sont rentrés chez les Juifs, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Bon. Et ça va très vite. C'est-à-dire, très rapidement, s'est constituée cette identité de diaspora comme telle, alors que la diaspora, à proprement parler, avait commencé avant. La diaspora comme telle, je veux dire, la diaspora, la métropole étant détruite. C'est-à-dire, voilà le chidouche, voilà la chose nouvelle qui apparaît chez ces Judéens de l'étranger, qui s'étaient constitués en diaspora dans le sens habituel, c'est qu'il arrive une catastrophe, la métropole est détruite. Et il ne reste que la diaspora. Et c'est la première fois que ça arrive. Vous y êtes? Et cette communauté, qui s'est constituée comme modèle de la Kehila, des communautés juives, d'une histoire qui a maintenant 2600 ans, depuis ce temps dont je vous parle là, la destruction du premier royaume de Juda, c'est la communauté de Mordechai et d'Esther. Okay? Celle dont on vous raconte l'histoire dans le livre d'Esther. Est-ce que c'est clair? Bon, qu'est-ce que tu veux demander? Je vais demander à Madame Meyer lors de la deuxième visitation, pas à peu près 140 ans après, la visitation du royaume de Juda, ils avaient rencontré ces tribus. Elle a dit non. Elle m'a dit non, on n'a pas de traces de Oui, courage. ça c'est les historiens. Okay? Moi, non, ça c'est les historiens. Ils n'ont pas de traces dans les livres d'histoire. Mais moi je vous parle de la tradition talmudique. Okay? Je vais vous dire, la difficulté des historiens, c'est qu'ils ne peuvent citer que des documents historiques. Et je ne sais pas si vous avez étudié ces problèmes de la méthode historique. Seniobos, ça vous dit quelque chose? Si un jour vous avez un manuel de Seniobos sur des méthodes historiques, étudiez-le, ça vaut la peine. Et voilà ce que je veux dire. Merci. Les historiens sont très embêtés parce que ils doivent reconstituer une histoire du passé en s'appuyant sur des traces, des bribes de ce qui a pu rester comme document. Vous suivez? Alors tout ce qui a été vivant, et en particulier pour l'histoire d'une tradition et oralement, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas citer une pierre, puisqu'on ne peut pas citer un papier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'historien est obligé de reconstituer une histoire sur des traces. Et alors, vous voyez à quel point l'histoire que racontent les historiens du point de vue d'une tradition, on ne peut pas en tenir compte. Parce que c'est l'imagination de l'historien qui essaye de reconstituer à partir de bribes. Vous y êtes? Alors que l'histoire racontée par la mémoire d'une tradition n'a rien à voir. Vous y êtes? Par exemple, si on parlait de l'histoire du judaïsme d'Algérie, eh bien, mon grand-père n'a jamais laissé de livre. Et c'était un grand Talmid Chacham. Okay? Alors voilà, pour les historiens, mon grand-père n'a jamais existé. Hein? C'est clair? Et alors, si par exemple il m'arrive, moi, de citer mon grand-père, je dirais, il existe puisque j'existe.
Ah oui, mais témoignage suspect, ça c'est le petit-fils qui parle. Vous voyez comment les choses sont à l'envers. Je pense que c'est clair. Alors, je ne vous dis pas de méfiez-vous des historiens, c'est pire. Non, Madame Léa, il a pour l'histoire. J'ai énormément de respect pour elle. C'est un grand savant et un grand professeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. C'est une tête. Mais elle a une mémoire traditionnelle. Et donc, elle sait des choses qu'il n'y a pas dans les livres d'histoire. Okay? Mais prenez bien garde à l'handicap des historiens. Ils ne peuvent vous dire, au nom de la science de l'histoire, que les graffitis qu'ils ont trouvés dans la poubelle du passé. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris? Bon. Alors, top. Ça y est, c'est clair. Bon. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui s'est passé, ça ne fait pas partie des livres d'histoire. C'est une histoire racontée au 13e degré. Okay? Alors un historien cite l'autre, il cite quoi? Un commente l'imagination de l'autre. Le fait que vous dites que ces sont intégrées, c'était la mémoire, c'était transcrit à un moment dans les familles. Et voilà, tu vois la difficulté. Et alors ici, c'était pas transcrit, c'est pas vrai? Non, ça, oui, mais... Oui, méfiez-vous de ça. Non, j'en profite. Okay? Méfiez-vous de ça. Non, mais perds cette habitude, parce que ça va te gêner toute ta vie. Okay? Faites bien attention à ça. C'est parce que nous sommes devenus des infirmes qu'on nous a mis la tradition par écrit. C'est un signe d'infirmité. Okay? Et alors, les choses deviennent l'inverse d'elles-mêmes. Et alors, quand c'est pas écrit, c'est pas sûr. C'est quand c'est écrit que c'est suspect. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je veux dire. Par exemple, c'est clair ce que je dis là. Vous comprenez? On nous a transformés en un peuple de libraires. Et même si je vous parle que de ça, ce cours-là, ça vaut la peine, parce qu'on est en plein dans le sujet. Vous vous rappelez quand on a étudié Hanouka, okay, que c'était interdit, ou en tout cas ça, de mettre par écrit. Vous avez compris ça? Mais méfiez-vous de cela. Si vous allez apprendre l'histoire de votre peuple dans les livres, eh bien, vous risquez d'être encombré dans la mémoire d'une histoire artificielle. Il faut l'apprendre dans la tradition. Alors les livres, c'est des échafaudages, c'est des béquilles. Ça aide, à cause des dates, à cause des... Si par exemple, Ezra a été capable de vous faire enfin, pas pour vous, mais enfin, d'ailleurs c'était pour vous, enfin, pour les élèves de Mayano, de faire cela, c'est précisément parce qu'il n'est pas historien. Okay? Et qu'il a mis en tableau les enseignements de la tradition. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Par exemple, méfiez-vous cela. Si vous avez ce sort de scrupule, bon, la tradition dit que, mais où c'est écrit dans le Talmud? Si vous avez besoin de cela, c'est quelque chose qui tourne pas rond. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces gens qui disent, il est arrivé ceci, c'est écrit dans le journal. Oui? Mais vous allez acheter le journal du kiosque à côté, c'est autre chose qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui est arrivé finalement? Oui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors imaginez que disons, des journaux d'un jour X ne restent dans les archives des historiens que le journal qui n'a pas dit la vérité. Alors l'historien futur va être sûr, dur comme fer, que c'est ça qui s'est passé, alors que dans le cas, c'est pas ça qui s'est passé. Par exemple, si pour l'avenir ne va rester que la propagande des Palestiniens concernant Israël, et les historiens vont travailler là-dessus. Alors qui était le vrai Israël? Vous voyez à quel point c'est grave, méfiez-vous de ça. On a besoin des livres d'histoire à cause de notre infirmité. Ne mettez pas le critère là où il y a un emplâtre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? L'histoire, c'est une des matières dont la vérité enseignée dépend de qui enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref, ceci dit, non mais ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé mes études à ce sujet, c'est ça. C'est le fait que l'historien ne tient compte que de choses sur lesquelles il y a une trace. Or, la plupart du temps, les traces, c'est par hasard. Oui, c'est ce qu'on appelle les traces et les documents. Les traces, c'est ce qui reste par hasard. Les documents, c'est ce qui reste intentionnellement. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire? Et alors, à propos de quoi on parlait? Oui, de cette notion très, très, très simple. Hein? C'est que des identités familiales je vous donne un exemple.
je ne sais pas, non, j'ai parlé à une partie de la classe ce matin dans le cours d'hébreu. En Algérie, après la guerre de 70, il y a eu énormément de juifs d'Alsace-Lorraine qui sont venus s'installer en Algérie. Okay, et c'était d'authentiques ashkénazim, venus dans tout autre continent, ils sont rentrés dans la communauté sfarade. Ils n'étaient pas, si vous voulez, de nombre ou de résistance suffisante pour faire une communauté ashkénaze en Algérie, elle se serait maintenue. Okay, mais ils sont rentrés dans la communauté sfarade. Bon, alors oui, ça ressemble un peu, c'est pas le même problème. Alors, plus tard dans les siècles, on dira, imaginons que ne serait resté, enfin, j'invente, j'imagine, que la communauté d'Afrique du Nord. On dira, il y avait des tribus ashkénazes, mais finalement, des familles sont intégrées dans la communauté séparate. Alors, l'historien demandait, les traces, eh bien, ils n'ont pas apporté leur livret de famille. Asma, ils n'ont pas existé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, Si en ce qui concerne l'historien et les documents qui se servent, on peut douter, par exemple, de la véracité, de l'impartialité des faits. En ce qui concerne la tradition orale et la transmission, donc, même si elle n'était pas dans le Talmud, là on est sûr de l'impartialité et de la partialité, pardon, et de la non-objectivité. Lapsus. Significatif. Pas du tout. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Regarde, attention au sens des mots. Attention au sens des mots. Nous sommes habitués à un sens du mot tradition, d'ailleurs au pluriel, les traditions, à une échelle défigurée. Okay, genre superstition, etc. C'est pas de ça que je parle quand je parle de la tradition avec un grand T. Fais bien attention à ça. Okay, je vous ai cité cela, je ne sais pas si c'était à vous, je pense qu'à vous. Dans les sociétés traditionnelles, prenez par exemple le cas des druides, la société des druides, qui est une société traditionnelle, malheureusement qui a disparu, mais de très grande qualité. Okay, et les bardes, vous avez entendu parler des bardes? Bon, eh bien les bardes se récitaient de maître à disciple, et d'école à école, des poèmes de dizaines de milliers de vers. Okay, il y avait une règle dans les écoles de bardes. Un élève qui récite son texte avec une faute était mis à mort. Les véhicules, oui, c'est comme ça. Les véhicules de transmission d'une tradition sont sûrs, parce que c'est quelque chose de sérieux. Il ne s'agit pas des traditions cacha, ma grand-mère m'a raconté que, et puis on raconte des histoires, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, c'est clair. C'est une mémoire qui n'a rien à voir avec ce niveau folklorique auquel on risquerait de faire allusion. Là, tu aurais raison de dire, c'est a priori suspecté encore. On s'aperçoit finalement que quand on sait entendre ce qu'une vieille bonne femme raconte, quand on sait l'entendre, alors on sait de quoi elle parle. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Faites bien attention à ça. De la même manière, le temps traditionnel, c'était un temps sérieux. Par exemple, un général qui perdait une guerre, il était fusillé à la Makom. Okay, Bamako. Parce qu'un général n'a pas le droit de faire une guerre. Okay, sinon, le monde ne peut pas fonctionner. Un juge qui se trompait était mis à mort. Un juge n'a pas le droit de se tromper. Erreur judiciaire, alors il n'y a plus de morale. Okay, vous voyez jusqu'où ça va. Okay, alors, vous n'êtes pas habitué à l'expérience de ce que c'est la transmission d'une tradition. Il y a quelqu'un qui a été initié à une tradition, vous lui apportez n'importe quel livre, il jette un coup d'œil, il vous dit là il y a une faute. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, le livre c'est écrit, c'est toi qui te trompes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Bon, je comprends que ça puisse paraître un peu dépaysant, okay, mais habituez-vous à cela. Attention au sens des catégories qu'on emploie. Okay, la tradition, c'est pas les traditions qui pourraient être évidemment suspectes. Indépendamment du fait que tout document historique tel quel est suspect pour l'historien du point de vue du sérieux de sa méthode, c'est ce qu'on appelle la critique des documents, la critique des textes, okay, eh bien, ce dont je parle, le handicap de l'historien, c'est les réalités pour lesquelles il n'y a pas de document. C'est là qu'il est complètement handicapé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si on pose une question à un historien, est-ce qualité d'historien? D'après vous, historien, est-ce que vous savez des documents? Est-ce que ceci s'est passé? Il vous dira non, j'ai pas de traces. Mais qu'est-ce qu'il a le droit de dire? Il a le droit de dire, je sais pas, je peux pas répondre, j'ai pas de document qui dirait le contraire. Oui? Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, ce qui m'a aussi... et en général, un savant sérieux répond comme ça. Mais ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié cela,
en épistémologie, c'était le fait que, la plupart du temps, un historien met en note en référence. Vous savez, chaque fois qu'on met une référence en note, ça fait sérieux. Quand il y a une note, tranquille. Mais on va voir la source qu'il a citée. C'est une opinion de quelqu'un qui a dit « moi je suppose que peut-être ». Alors, je suppose que peut-être, de la source qu'on a citée, ça devient, c'est évident, la preuve, c'est que ça a été imprimé. Alors on met ça en note. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez remarqué cela? Bon, ben, méfiez-vous de cela. C'est de la pseudo-culture, dans tous les domaines, pas seulement en histoire. C'est qu'une accumulation de présomptions, ça ne fait qu'une présomption de plus. Je ne sais pas comment j'ai l'habitude de dire à mes élèves dans d'autres sujets, vous avez 0 plus 0, vous pouvez ajouter 1 million de 0, ça reste 0. Je pense que c'est clair. Déjà, Platon avait dit, le fait qu'il faille mettre les choses par écrit, c'est un signe d'infantilisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais... alors, grâce à Dieu, on a l'écriture, parce qu'on a perdu la mémoire. Bon, il faudra vous habituer bien à ça. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire des Chassidim, qui se trouve d'ailleurs dans la Gemara, au nom de Rabbi Yochanan, le Gemara de Sanhedrin, page 39 et quelques, en bas de la page. Et alors, c'est pas de la coquetterie, j'ai appris ça il y a 25 ans. Et alors là, il y a un jour un juif qui est venu demander à un rabbin d'apprendre la Torah, vous vous rappelez de ça? Alors le rabbin a dit, tu connais l'hébreu? Il dit, pas encore. Il dit, bon, première leçon, Aleph Bet. Alors il a décidé un Aleph, il a dit, ça c'est Aleph, il a dessiné un Bet, ça c'est un Bet. Reviens demain. Le lendemain, le Aleph, il a dit, ça c'est Bet, et le Bet, ça c'est Aleph. Alors l'élève lui a dit, mais non, ça c'est Aleph, et ça c'est Bet. Et le maître lui a demandé, mais d'où tu sais? Alors, il dit, c'est toi qui m'as dit. Il dit, mais c'est ça, c'est la première leçon, c'est moi qui te dis. Sinon, d'où il sait? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Non. Vous voyez? Écoutez, quelqu'un qui ne savait pas l'hébreu est allé chez quelqu'un qui savait l'hébreu. Et il lui a dit, apprends-moi la Torah. Alors il a dit, pour apprendre la Torah, il faut d'abord apprendre l'hébreu. Et ça, c'est une évidence que vous aurez à faire récupérer. Je pense que vous l'avez récupéré. Vous n'avez aucune idée le nombre de thèses de doctorat qu'on m'apporte pour être membre du jury. De gens qui font des thèses de doctorat en philosophie, en théologie, tout ce que vous voudrez, sur des sujets de judaïsme. Okay? Alors je demande, mais vous savez l'hébreu? Non. De quoi il s'agit? Okay? Après la tasse de thé de politesse, il prend la porte. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle culture ça se passe. On peut faire une thèse sur le judaïsme sans savoir l'hébreu. Vous avez remarqué cela? Vous voyez dans quel monde on vit? Ça fait partie de la science contemporaine, tout ça. Et alors, quoi, c'est ton cas? Et alors, j'espère que c'est pas un doctorat. Non, oui, genre, c'est de la fumisterie pointée. Et en plus, c'est que pour faire une thèse de judaïsme, il faut pas seulement l'hébreu, il faut l'araméen, et il y a plusieurs sortes d'araméens. Alors, vous voyez comment nous sommes arrivés à un niveau de civilisation infantile. Infantile. Les thèses que je lis, là, des agrégatifs, comme on les appelle, c'est toujours très bien écrit d'ailleurs. Mais c'est l'art de dire n'importe quoi de n'importe quoi. La même thèse, vous changez 4 mots, vous faites ça sur l'islam. Et puis, on marche. Et le plus fort, c'est que ça marche. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, je vais vous finir à raconter l'histoire. Alors, le premier cours, le rabbin lui a dit, voilà, ça, c'est Aleph. Okay? Ça, c'est l'Aleph Sfarad d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une différence, l'Aleph Ashkenaz c'est comme ça. Non. Et ensuite, c'est pas ça? Oui, c'est différent. Okay. Enfin, c'est différent. Là, le Yud est de ce côté, là, le Yud est de ce côté. Quoi? Quelle est la valeur numérique de l'Aleph? Non, c'est 26.
Voilà. Là, vous avez un Vav. Naïm, ça fait 26. Top. Et Khat, c'est 13. Mais 2 fois 13, par hasard. C'est une coïncidence. Bon, je reviens. Il y a 40 réponses. Mais la première, ça suffit. Et pourquoi pas? Bon, alors je continue. Donc, il a dit, ça c'est Aleph. Et ça c'est bête. Comme. Et il a dit, non, tu es fatigué, tu as pris 2 lettres. Alors reviens demain. Le lendemain, il est revenu, il a dit, ça c'est bête. Et ça c'est Aleph. Alors l'élève a dit, mais non, ça c'est Aleph. Et ça c'est bête. Alors le maître, il a dit, ben voilà, d'où tu sais ça? Il dit, c'est toi qui m'as dit. Il dit, ben c'est la première leçon, c'est moi qui t'ai dit. Ça y est, c'est clair? Bon. Ça veut dire que la tradition orale précède la tradition écrite. Une tradition écrite, c'est une tradition orale mise par écrit. Mais qui peut la comprendre? Celui qui l'a mise par écrit. La mémoire traditionnelle. Ça y est, c'est clair? Ah, on sait. Tu sais, grâce à qui on sait? Grâce à cette histoire. Bon. Alors, revenons. Je sais bien que Pourim s'approche, mais pas trop de blagues à tabac. Alors, revenons au problème. De quoi je parlais? D'accord, mais c'est là qu'on s'est greffé sur une parenthèse divergente. Nous, j'en profite d'ailleurs pour vous ajouter quelque chose d'important. Il n'y a pas de doute que, et ça dure depuis un certain nombre de siècles, je vous parle du milieu juif, de la tradition juive elle-même. Il y a un désarroi absolu, et ça a été une des grandes victoires de Rome contre la Judée. Il y a un désarroi absolu dans le monde juif, par où passe la tradition. Okay? Tiens, je vais vous parler de ça, parce qu'on est quand même en plein dans le problème. Les Romains ont diagnostiqué que pour atteindre l'identité judéenne, donc juive, vous vous rappelez ce qu'on avait appris, quelque chose d'analogue à propos de Hanouka, okay? Ils ont pris, les Romains, à leur tour, un certain nombre d'édits, un certain nombre de takanon, disons, statut des Juifs, okay? En particulier, ils ont interdit ce qu'on appelle la smicha. La smicha, ça veut dire l'ordination en français. Vous ne comprenez pas, la smicha, c'est une couverture. Okay? Quand vous avez dans certains textes, on peut dire aussi smicha, couverture avec sa marque, ismor. Non, je veux vous dire de quoi il s'agit. L'ismor, ça veut dire appuyer. S'appuyer sur ou appuyer. On a appris ce mot au début de l'année dans le cours de la Tfila. Smicha de Geoula et Tfila. Vous vous rappelez? La jonction entre la Geoula et la Tfila. Non, mais vous vous rappelez pas, vous voyez? Okay. Non, je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un voudrait faire le compte-rendu de ce qui se passe dans un cours ici. Il prend vos documents. Okay? Qu'est-ce qui va en sortir? Oui? Vous voyez qu'a priori, c'est évident que ça ne marche pas. Okay? C'est clair? Vous avez compris le problème? Très souvent, dans des conférences ou dans des cours ailleurs, il y a des gens qui disent « mais où c'est écrit ?» Alors, je suis obligé de leur répondre « écoutez, vous voulez savoir où c'est écrit, revenez dans 200 ans. Je vais l'écrire, et dans 200 ans, vous allez voir où c'est écrit. » Ah oui, c'est une histoire de fou. Alors, bon, revenons au problème. Là, c'est une espèce, voilà ce que je veux dire, de superstition de l'écriture. Okay? Je vous ai dit souvent, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Rien à voir. Okay? Il y a une espèce de tendance à la superstition de ce qui est écrit. Okay? Méfiez-vous de ça. Alors, revenons au problème. La smicha, c'était la cérémonie de l'ordination. Alors, je vais vous décrire, du point de vue traditionnel, comment un rabbin était habilité pour être enseignant. Enfin, enseignant, je veux dire, porte-parole de la tradition. Okay?
c'est son maître, suivez-moi bien, ça, en français ça s'appelle l'ordination, ordiner quelqu'un. Son maître, avant sa mort, rassemblait les représentants de la communauté et leur disait « Après moi, c'est celui-là ». Et personne n'a discuté. Okay. C'est-à-dire, parmi tous les élèves possibles, parmi tous les candidats possibles, de qui on reçoit la smicha d'en haut, de haut en bas. C'est-à-dire, celui qui était reconnu comme maître dans la génération précédente, c'était lui qui disait « Après moi, c'est celui-là ». Bon. Et d'où venait l'autorité de ce maître de la génération précédente qui disait « Après moi, c'est celui-là ». Et par définition, il n'avait pas expliqué les motifs, parce que seul celui qui aurait été dans son cas pouvait comprendre les raisons pour lesquelles il a choisi celui-là plutôt que quelqu'un d'autre. Vous suivez? Tous étaient ses élèves. Mais qui va devenir le maître à sa place, c'est lui qui décide. Vous suivez? Bon. Et d'où il tient son autorité de son propre maître, laquelle la tient de son propre maître jusqu'à Moïse. C'est clair? Ça veut dire Moïse qui Moshe qui veut le Torah Messinaï, ou Sarah le Yoshua, Yoshua l'Iskenim, Iskenim Imbiim, il a appris cette Mishnah. Bon, je vais la prendre. Alors, vous voyez, ça veut dire que, de la même manière, au moment de quitter Israël, Moïse a ordonné Josué. Tous les grands d'Israël étaient ses élèves. Mais après lui, il a dit, c'est celui-là qui continue. Okay? Vous voyez, Josué, etc. Or, les Romains ont deviné que c'est ça qu'il fallait casser pour atteindre la tradition juive. Oui, est-ce que c'est clair? Par exemple, comment se fait aujourd'hui la désignation d'un grand rabbin d'une ville? Il est élu par ceux qui sont moins que lui. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est à l'envers. Okay? Oui. Bon, je ne vais pas vous rentrer en détail comment ça se passe en France, ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête. Finalement, il y a un collège électoral, où il y a à peine même pas le tiers qui sont des rabbins d'ailleurs, les autres c'est les administrateurs des communautés, et puis finalement c'est ce collège électoral qui va désigner qui parmi les rabbins doit être le grand rabbin. Alors que traditionnellement c'est le grand rabbin précédent qui désigne son successeur. Vous voyez le problème? Est-ce que c'est clair? Bon, mais ça a été cassé il y a des siècles. Ou bien, comme je vous ai peut-être un peu parlé de ça, c'était une des grandes blagues des photographes à Jérusalem. La première fois qu'un rabbin français avait besoin d'une photocopie de son diplôme de rabbin, ça a été affiché comme une des curiosités de l'histoire juive. C'était un diplôme de fin d'études rabbiniques signé par le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild atteste que M. X a achevé ses études rabbiniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Alors, on vient au problème. Les francophones, ça nous faisait tellement mal au cœur de passer devant la vitrine qu'on a obtenu du photographe qu'il enlève. Comment ça se passe aux horaires? À peu près de la même manière, encore. Et avec en pire les rivalités des partis politiques qui veulent mettre leur rabbin. Donc, tout ça c'est inique, selon l'adjectif rabbinique. Alors, revenons au problème. En fait, voilà la règle de l'ordination. Okay? C'est de haut en bas. Vous suivez? Moïse avait des raisons de savoir que c'est Josué. Josué a des raisons de savoir que c'est tel Zaken, etc., etc. Et puis, quand ça a été cassé, il y a un désarroi absolu. Qui a transmis à qui? D'où ça vient? Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Bon. Il y a eu des tentatives de raccrocher cette chaîne de l'ordination, parce qu'après tout, les Talmidei Chachamim se connaissent, et ils savent qui est plus grand que qui vient d'où, et qui est quoi. Et par conséquent, de se mettre d'accord pour donner l'investiture à un d'entre eux qui commencera de nouveau la chaîne de l'ordination. Mais 2 fois ça a capoté, parce que les rivalités entre le Mizrahi, la Gouda, toutes ces histoires-là, ça c'est dans tous les siècles. Bon. Par exemple, aujourd'hui, il est bien évident qu'on a un besoin urgent absolu du Sanhedrin. Okay? Il y a énormément de problèmes qui sont en suspens que seul un Sanhedrin pourrait résoudre. Et alors, imaginez de mettre ensemble 70 rabbins pour les mettre d'accord.
Hein? On est obligé d'attendre patiemment que le Messie se décide. Parce que, par les temps qui courent, il ne lui reste plus aucune autre possibilité, c'est de venir. C'est une des raisons pour lesquelles on est sûr qu'il viendra. Et il ne peut pas faire autrement. Et alors, je vous ai raconté l'histoire de la traduction des Septante. Non? Vous savez que lorsque les Grecs, au temps de Hanouka, je ne vous ai pas raconté ça? Et ils ont décidé de traduire la Bible en grec, vous vous rappelez? Alors ils ont demandé au Sanhédrin de donner une traduction autorisée. Pour être sûr qu'on n'allait pas les tromper, ils ont enfermé chaque rabbin dans une chambre. La Providence a voulu qu'ils ont été inspirés de la même manière, ils ont donné le même texte. Alors de là, il y a un enseignement talmudique très important. Pour mettre des rabbins ensemble, il faut les séparer. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'ils soient d'accord. Bon, alors, pour revenir au problème, et en fait, lorsque ceux qui avaient la smicha jugeaient qu'un Talmid Chacham était digne de recevoir la smicha pour une autre communauté, alors ils se rassemblaient et en public, ils lui donnaient la smicha, c'est-à-dire l'ordination, en plaçant ses mains sur sa tête. D'où smicha, ismor. Et alors les Romains avaient décidé, si des rabbins font la smicha, ils sont mis à mort tout de suite. Donc la smicha a été arrêtée. Et alors, ce n'est que, si vous voulez, par réputation, que dans certaines communautés restées encore traditionnelles, on savait que un tel passe à un tel passe à un tel, mais il n'y a plus rien d'officiel ni de légal depuis des siècles. Et c'est la raison pour laquelle il y a un tel état de chaos dans le problème de l'autorité traditionnelle contemporaine. Enfin, la question de tous les juifs, c'est mais celui-là me dit comme ça, celui-là me dit comme ça, celui-là me dit comme ça, chez qui je vais aller? Vous comprenez le problème? Bon, c'est un problème en soi, si vous l'étudiera pour lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais la difficulté vient de là. Pourquoi je vous ai cité tout cela? Ah oui, à propos de la tradition orale. Voilà. Bien. Je pourrais vous citer énormément de références, en particulier dans Baba Kama, à la fin du premier chapitre. On a un enseignement que lorsque la Torah dit que la bastonnade c'est 40 coups de bâton, je vous ai parlé de la bastonnade, de la prison, tout ça. Si, ne me dites pas non. Voilà. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai parlé de ça. Alors la Torah dit 40, mais on sait que c'est 39. Alors il y a un rabbin qui explique en faisant l'exégèse du verset que c'est évident que, puisqu'il y a écrit 40, que c'est 39. Ça va de soi que le montre dans le verset. Un autre rabbin se lève et il dit, tu mérites une malédiction, parce que tu préfères un Sefer Torah mort à un Sefer Torah vivant. Moi, mon maître m'a dit que c'est 39. C'est la différence. Alors, qui c'est le Sefer Torah vivant? C'est son maître. Tandis que le Sefer Torah mort, c'est le livre. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire, interdit de faire le raisonnement pour savoir que c'est 39. Nous savons par tradition orale que c'est 39. Un point. Parce que, vous comprenez quel est le danger? Parce que si c'est comme ça, celui qui sait que c'est pas tradition orale, c'est parce qu'il sait que c'est pas tradition orale qu'il peut le voir dans le texte. Maintenant, si c'est qu'il ne l'a vu que dans le texte, il peut voir ce qu'il projette. Il peut faire dire au texte ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai expliqué ça une fois. Dans chaque livre, il y a 3 livres, au moins. Il y a le livre que celui qui a voulu écrire a écrit, il y a le livre que celui qui lit, et il y a le livre qui est écrit. Alors, lequel on lit? Vous suivez? Bon, alors méfiez-vous de tous ces problèmes-là. Okay. On pourrait commencer à étudier dans un livre plutôt qu'on va étudier oral. En tout cas, ne pas mélanger, ne pas confondre. Ça, c'est la tradition, ça, c'est ce que j'ai lu dans un livre. Parce que la plupart du temps, vous lisez quelque chose que l'auteur qui a voulu écrire n'a jamais pensé à ça. C'est pas ça qu'il a dit. Vous avez remarqué que quand on étudie un peu d'exégèse, de commentaires traditionnels mis par écrit, vous n'avez pas remarqué qu'il faut des heures avant d'établir, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Vous avez remarqué cela? Bon. Alors, faites bien attention à cela. Il faut apprendre, parce que s'il n'y a pas un Homer,
Et ça, vous pouvez apprendre dans tous les livres que vous voulez. Apprendre. Mais comprendre, ça c'est autre chose. Et distinguez bien ce que vous avez cru comprendre par vous-même de ce qui vous a été enseigné. Ça n'a rien à voir. Tant qu'on n'a pas confirmation d'une opinion, d'une hypothèse, ça reste opinion, hypothèse. Ça peut arriver que c'est la vérité. Mais où est le critère? C'est que par coïncidence, ça a été la vérité. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Bon. Alors bien entendu, il faut apprendre par soi-même. On ne peut pas apprendre avec la tête de quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas mélanger les niveaux d'évidence, les niveaux de certitude. La chose la plus grave pour un Talmid Chacham, c'est, par inadvertance, de prendre une hypothèse d'explication pour une connaissance. Hypothèse, c'est hypothèse. Vous suivez? Et l'hypothèse peut être brillante, cohérente, tant qu'on n'a pas confirmation, ça reste hypothèse. Vous avez compris cela? Très souvent, je me dispute avec les gens des yeshivot pas traditionnels, et Dieu sait qu'il y en a, qui discutent comme ça. Alors peut-être on pourrait dire que, arrête, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, d'abord tu perds du temps. Et ensuite, toi un rabbin, tu vas me dire peut-être on va voir. Dis ce qu'il faut dire. Vous dites, méfiez-vous de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le pile-poule. Bon, okay. Les commentaires ont été énoncés oralement au Sinaï par Moshe. Dans le principe, oui. C'est-à-dire, Comment se fait-il qu'il faille attendre Rashi, par exemple? Parce qu'en son temps, on avait oublié tellement de choses qu'il a fallu que Rashi les rappelle. Faites pas l'erreur de croire que le commentaire ajoute quelque chose. Il vient nous rappeler quelque chose qu'on a oublié. C'est parce qu'on devient de plus en plus ignorant qu'il nous faut de plus en plus de livres. La nécessité d'un commentaire supplémentaire, c'est le signe d'un affaiblissement de la connaissance. Des choses qui vont de soi, finalement ça disparaît. Alors des choses qui vont de soi, on les met pas par écrit. Alors quand ça va plus de soi, il faut les mettre par écrit. C'est tout le contraire. Hein? Je vous donne un exemple. Rashi n'avait pas besoin du commentaire de Rashi pour lire son verset. Ça y est, c'est clair. Voilà, vous faites des découvertes. Et Rashi, comment il faisait sans Rashi? Il avait cet autre commentaire. Lesquels? Parce qu'il connaissait ses juifs. Quand il entrait dans la synagogue et que les juifs parlaient de la paracha de la Shavua, il entendait de telles ch'touillottes qu'il s'est dit il faut avoir pitié d'eux. Alors on va leur donner un petit bréviaire là, nota bene. Bon, j'exagère un peu, mais pas tellement. Alors revenons au problème. C'est que je voudrais quand même arriver à ce thème-là. C'est que c'est là que se constitue l'identité qui va devenir l'identité juive et qui s'appelle judéenne étymologiquement. Et vous vous rappelez des deux thèmes fondamentaux qu'on a déjà étudiés dans les cours sur la diaspora. Première grande différence, l'arrêt de la prophétie. Vous vous rappelez de cela? L'hébreu devient juif, qu'est-ce qui disparaît? La prophétie. Deuxièmement, l'être de dispersion, l'identité de dispersion, identité mixte. Okay? C'est clair? Avec la Megillah d'Esther, on va enrichir ces thèmes-là avec une troisième dimension très importante. C'est une atmosphère de clandestinité et de déguisement qui va apparaître. Okay? La Megillah d'Esther, c'est un livre de la clandestinité. D'accord? Caché. Okay? Et qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est un juif, c'est un hébreu qui, par stratégie de survie, va se déguiser en goy. Et le jour de Purim, il se déguise en juif pour se rappeler qu'il est hébreu. Mais c'est comme ça, c'est la halakha. Tous les jours de l'année, c'est interdit de se déguiser. À Purim, c'est une mitzvah de se déguiser. Parce qu'on joue cette stratégie de déguisement qui a fait l'identité juive.
Et Purim, c'est la fête juive par excellence, opposée à hébreu. Okay? Vous comprenez bien cela. Et effectivement, dans les communautés traditionnelles, l'habitude à Purim, c'est de se déguiser en juif. Je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, je me déguisais en juif tunisien. Parce que toute l'année, on était habillé en juif algérien. Alors à Purim, on se déguisait en juif tunisien pour faire juif. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, c'était un très beau déguisement. La chefia n'est pas la même. Et d'autres se déguisaient en juif algérien, d'ailleurs. Enfin, pour se déguiser en juif. Il y avait des Algériens qui arrivaient à réussir un déguisement de juif algérien. On voyait qu'ils étaient déguisés en juif algérien. Alors, et vous aurez cette expérience à Purim, vous serez à Jérusalem, si Dieu veut, okay? Vous irez à Macharim, et vous verrez des gosses de chassidim déguisés en chassidim. Et c'est une réussite parfaite. Ils ont gardé la tradition. Moi, et le vêtement juif, c'est un déguisement. À Purim, on se déguise en juif pour se rappeler qu'on est hébreu. Vous voyez l'humour juif, ce que c'est. Okay? Et la plus grande réussite, c'est d'arriver à se déguiser en juif. Oui, ce que je veux dire là, c'est qu'on va... Un juif français, c'est un juif avec une baguette. Ah non, j'ai trouvé. Un juif français, c'est un juif avec la Légion d'honneur. Et alors, mais d'ailleurs, vous faites penser quelque chose, mais dans nos sketchs aux EI en Algérie, c'est marrant parce que pour représenter un Français, on se déguise en légionnaire. Quoi? Tout juif est déguisé. Moi, je suis déguisé en européen. Il a l'habit de la culture de la Roumanie ou de la Hongrie du XVIIIe siècle ou du XVIe siècle. Okay? Oui. Quand vous voyez un curé avec la soutane, il n'est pas déguisé. Il est habillé comme les clercs du XIVe siècle. Comme il est dans les couvents, on a gardé l'habit du temps, ou les bonnes sœurs, c'est la même chose. Ils ont gardé l'habit du village où le couvent a été fondé. Partout ailleurs, la mode a évolué, ils ont gardé l'habit par fidélité. C'est la même origine que l'habit des chassidim. Ils ont gardé l'habit des boyards, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, des seigneurs du temps. Okay? La Roumanie, elle a changé de vêtements, mais eux, ils ont gardé la fidélité. Comment ils sont moins déguisés? Mais il n'y a pas de différence. Vous croyez qu'ils sont déguisés par rapport à vous, mais quand ils vous regardent, ils se demandent en quoi vous êtes déguisés. Mais il n'y a pas de différence, c'est-à-dire... ou alors vous ne comprenez pas le sens des mots que j'emploie, je passe trop vite. Un juif, c'est un hébreu déguisé en goy, dans l'apparence extérieure. Ça y est, c'est clair. Par exemple, mon grand-père avait une djellaba, mais c'est un habit arabe, pas du tout juif. Ça y est, c'est clair. Hein? L'hébreu, on a perdu tout ça. Alors, chaque fois que vous avez des artistes modernes qui essayent de retrouver dans leur imagination, alors ils prennent modèle sur les Bédouins. Pourquoi? Parce qu'ils habitent la Palestine. Mais les Bédouins n'étaient pas habillés comme des Hébreux. La seule chose des Hébreux qui nous reste, c'est le talit. Oui, c'est clair. Bon. Mais n'importe quelle tunique est une tunique. Et quelle forme elle avait? Bon, qu'il y ait des tuniques. Barour, tunique, ça fait habit de l'Antiquité. Mais où est la tunique hébraïque? Comment elle était? Qui peut le savoir? Hein? Si, quand la prophétie recommencera. Bon. Et alors, je vais vous dire mon avis. Hein? C'est très important, la vie des Hébreux. Mais ce qu'il y avait d'Hébreux dans la vie des Hébreux, j'ai dit la vie, ce qu'il y avait d'Hébreux dans la vie des Hébreux, c'était le tzitzit. Ça n'a aucune importance que je m'habille avec une djellaba ou avec un veston ou avec un kaftan si j'ai les tzitzit. C'est clair? Ben alors, ne vous attrapez pas à la lettre des mots. Okay? Ça veut dire que, je parle, c'est de l'imagination de l'éditeur de ce livre. Il ne faut pas exagérer. Tout ce qu'on a gardé dans les communautés très traditionnelles, c'était la forme des linceuls. Ça, on a gardé. Comment étaient les linceuls? Ça, oui.
à condition qu'il soit fait de lin seul, pas avec la laine. C'est interdit le mélange. Okay. Et alors, bon, revenons au problème. Voilà ce que je veux dire. C'est dans son identité culturelle même. Okay. L'hébreu, le dernier des hébreux, c'est le judéen. Okay. L'hébreu, descendu en exil, commence à s'habiller en perse. Qu'est-ce que c'est ce juif-là? C'est un hébreu déguisé. Okay. Mais je veux dire que le déguisement de Purim renvoie à l'identité de déguisement, qui est cette identité de clandestinité des Juifs. Dès qu'on va rentrer dans la lecture de la Megillah, et je voudrais que vous le lisiez le plus rapidement possible, on rentre dans une atmosphère de clandestinité. Ce sont des Hébreux en résistance. Vous comprenez cela? Tout est caché, et dans une atmosphère de camouflage d'identité. Je vais vous donner un certain nombre de clés tout de suite. Okay. Vous verrez que le nom d'Israël n'est pas prononcé dans toute la Megillah d'Esther. Le nom de Dieu n'est pas prononcé. Tout ça, on va étudier chose par chose. Il y a des raisons précises. Okay. Le nom de Jérusalem n'est prononcé que pour rappeler que Mardochée est un exilé de Jérusalem. Okay. Définition déjà confessionnelle, religieuse. Okay. Oui. On entre tout à fait, d'emblée, de plein pied, dans l'identité juive de la diaspora telle qu'elle va se développer pendant des millénaires. Okay. On est en résistance, en survie, en sursis, en clandestinité, dans une atmosphère de maquis. Okay. Tout est chiffré. On ne peut pas dire la vérité. Si le Perse demande « Qu'est-ce que tu es, judéen ou perse ?» Le juif répond « Je suis perse, d'origine judéenne. » Vas-y, tu es perse. D'où tu es perse? Ah, je suis perse. Vous voyez ce que je veux dire? Et extraordinaire, quand on dit la capitale, c'est Shushan Abira. La capitale, c'est Suse la capitale. Oui, c'est Suse la capitale, ça va pas? Et Jérusalem, comment? Un livre hébreu de la Bible. Vous voyez, l'identité juive apparaît dans le dernier livre de la Bible. C'est la clôture du temps des Hébreux, on rentre dans le temps juif avec la Megillah d'Esther. Tout est caché. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, le thème que nous aurons à suivre dans toute la lecture de la Megillah. Alors, retenez que le thème du déguisement est extrêmement important en relation avec Purim. Parce que c'est l'identité juive qui apparaît. Okay? Mais retenez cela. C'est que le jour de Purim, on se déguise en juif pour se rappeler qu'on est hébreu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quand même un quart d'heure, un peu moins, à peu près un quart d'heure. Bon, alors je voudrais qu'on étudie ensemble ce dernier tableau pour situer l'événement historique dans lequel ça va commencer. Je voudrais un Tanakh, si vous avez, par ici. Ah voilà, j'en ai un, ça va. Voilà. Et alors, je vais vous demander de lire par vous-même, déjà pour demain matin, d'abord avancer le plus possible dans la Megillah, de lire le dernier chapitre de la Bible. On va commencer par le lire ensemble. C'est dans les Chroniques, livre 2, chapitre 36, pardon. On va vous lire ensemble les deux versets. Les deux versets du dernier verset du Tanakh. Est-ce que je voudrais vous demander de vous habituer par vous-même à confronter, comparer l'atmosphère de ces deux versets qu'on va lire et l'atmosphère de la Megillah d'Esther. Hein? La différence de l'atmosphère. Regardez bien. Alors prenez à la fin. Alors vous n'avez pas le Tanakh sous les yeux. Non, mais je vais vous lire, mais vous le reprendrez. Le verset 22 et le verset 23 du chapitre 36 de la fin du livre. Ubishna tachat le Koresh, la première année du règne de Cyrus, Melech Paras, roi de Perse, l'ichlot de Barachem, à la fin de la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la fin du temps de la prophétie. Vous suivez, vous comparez avec votre tableau pour voir où ça se situe. Okay? Befi Yirmiyahu, dans la bouche de Jérémie, et Eir Hashem, Dieu a éveillé, et Trouar, l'esprit, Koresh Melech Paras, de Cyrus, roi de Perse,
Vayahaver kol bechol malchuto. Et Cyrus a fait passer un édit dans tout son royaume. Les gammes de Mirtav, et même par écrit. Regardez la différence. Kol, et après par écrit. Okay? Pour dire, le dernier verset, Kohamar Koresh, ainsi dit Cyrus, Melech Paras, roi de Perse, Kol Mamlechot Haaretz, tous les royaumes de la terre, Natan li Hashem Eloke Hashamayim, m'a donné Hashem, Dieu du ciel, Vehu Pakad Alay, et il m'a donné comme consigne, Livnot lo Baïd Birushalayim, pour de lui construire une maison à Jérusalem, Asher Yehuda, qui se trouve dans Juda, dans la Judée. Mi Bachem, qui parmi vous, Mikol Amo, de tout son peuple, Hashem Elokav Imo, Hashem son Dieu avec lui, Veyahal, et qu'il monte. Aliyah. Vous voyez que Aliyah, c'est le dernier mot du Tanakh. Okay? Voilà. Ici, nous avons un texte où les Judéens en exil, vous savez, sont sortis de la clandestinité par une proclamation de Cyrus, qu'on va appeler la proclamation Cyrus. Okay? Atzahat Koresh. Et alors, les Judéens ont le droit de sortir de la clandestinité. Cyrus est inspiré, et puis, il le dit lui-même, il donne le feu vert pour les Judéens de remonter à Jérusalem, construire leur temple. Okay? Bon. Vous avez une atmosphère de sortie de la clandestinité qui contraste absolument avec l'atmosphère de clandestinité que vous allez avoir dans la Megillat Esther. C'est clair? Alors, suivant le tableau une minute, alors vous avez en 3390 dans votre tableau 6 là, déclaration de Cyrus. Okay. Vous suivez? Bon. Et puis, en 3392, c'est Assuérus, le Hachvérosh de la Megillah, qui prend le pouvoir. Okay, il y a un changement de dynastie. Il prend le pouvoir. En 96, apparaît Aman. Vous y êtes? Misère Aman, il aurait dû mettre un H d'ailleurs, enfin peu importe. Bon, il vous a donné d'ailleurs un tableau parallèle à ce qui se passe de notre temps. Vous avez en 5677, en bas, le tableau d'en bas, déclaration Balfour. En 5693, Hitler apparaît. Vous voyez l'ordre? Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe au temps de la Perse? Déclaration de Cyrus, il donne le feu vert, les Juifs ne bougent pas. Alors, Aman apparaît. Bon. Et cette communauté a été sauvée parce qu'il y avait la reine Esther. C'est cette histoire qu'on va lire et étudier dans la Megillat Esther. Alors, on pourrait dire, je schématise beaucoup, mais vous comprenez par vous-même, bien, de notre temps, il y a eu le même rythme. La déclaration Balfour est arrivée en 1917, les Juifs n'ont pas bougé, alors Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, et la suite, vous la connaissez. Seulement, il n'y a pas eu la reine Esther. Vous voyez le problème. Donc, vous comprenez le... Alors, la lecture que nous allons avoir de la Megillat Esther, je vais la suivre dans plusieurs Revadim, niveaux à la fois, en particulier le niveau de la constitution de la communauté juive pour la première fois, et dans la relation au monde extérieur, qui est l'Empire perse. Et nous allons voir là le modèle de la situation du juif dans l'histoire, et puis d'autre part une lecture dure, okay, du fait d'une sorte de complaisance dans cette identité provisoire qui va s'installer comme définitive pour des millénaires. Vous voyez le problème, okay? Et les minutes qui me restent, je voudrais expliquer le premier point de ce thème-là. D'ailleurs, vous pouvez l'intituler comme cela, l'identification sociopolitique de l'Empire perse dont nous parle la Megillat Esther, et vous vous appuierez vous-même, vous donnerez ça comme exercice, sur les premiers versets du premier chapitre de la Megillat Esther. Bon, cet Empire perse rassemblé, 127 provinces, dit le texte, en effet 127 royaumes, d'un empire colossal,
Vous savez d'ailleurs que ça a été une civilisation prestigieuse, la civilisation de la Perse de l'Antiquité, vous savez cela. Une civilisation, un empire colossal qui rassemblait pratiquement tout le royaume qu'on pouvait appeler civilisé de la civilisation du temps. Mais Hodu Ve'at Kush, vous verrez dans le texte, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en faisant le tour de toute l'Asie. Okay, vous voyez, ça rassemblait tout le monde civilisé de ce temps-là. Eh bien, c'était un empire très libéral. Vous verrez d'après le texte lui-même, vous le retrouvez par vous-même. Chaque royaume, province, si vous voulez, avait une autonomie réelle, et de gouvernement, et de culture, et de langue. Vous retrouverez les détails dans le texte, je vous interrogerai là-dessus d'ailleurs. Et dans cet empire, il y a deux cas particuliers. Si vous voulez, nous allons choisir cette année, d'ailleurs depuis plusieurs années, je crois que c'est l'exemple le plus clair. Dans les années précédentes, je prenais l'exemple de l'Égypte, mais je vais vous le citer en passant. Nous allons choisir comme modèle de référence pour identifier actuellement l'Empire soviétique. C'est un empire, non, je parle maintenant de l'Empire perse, on fera qui a officiellement une constitution extrêmement libérale. Okay? Chaque république soviétique est autonome, c'est la même chose. Okay? Chacune a excellent. Il y a deux cas particuliers dans l'Empire perse, les Amalécites et les Juifs. Qui c'est les Amalécites? C'est les descendants d'Amalek, donc les descendants d'Ésaü. Okay? On les retrouve. Et les Judéens. Et que représente le cas particulier dans le statut de l'Empire? C'est que dans le statut de l'Empire, tout peuple a son territoire. C'est une province qui rassemble dans la même cohérence le territoire, le peuple du territoire, sa culture, sa langue, sa religion. Et il y a une fédération des... vous voyez comme ça ressemble beaucoup à l'Empire soviétique. Mais il y a un cas particulier, c'est les Juifs. Ils n'ont pas de territoire dans cet ensemble de pays, puisque leur territoire, c'est la Judée. Vous suivez? Par conséquent, ils sont en dispersion, indexés, indexés, greffés, c'est le mot que je cherchais, sur les autres peuplades de l'Empire. Et en particulier, d'ailleurs, ils se trouvent surtout dans les grandes villes, exactement comme les Juifs. Ça commence à cette époque-là. Okay? Il y avait énormément de Judéens qui avaient des propriétés de campagne, ils étaient très riches, etc. Mais malgré tout, la communauté juive se trouve dans les grandes villes. Vous voyez, une espèce de dimension qui va tout de suite être en but à l'accusation de cosmopolitisme à l'intérieur d'un empire de constitution très libérale. Vous y êtes? Et d'autre part, une autre peuplade rivale des Juifs, les Amalécites. Alors, les Amalécites, avec Haman à la tête, Haman, je vais le dire en hébreu, sont au pouvoir, c'est-à-dire c'est le parti à l'intérieur du régime. Alors, il y a trois dimensions. Il y a les nations de cet empire, le parti et les Juifs. Voilà. Vous voyez à quel point c'est très parallèle à ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Vous avez les peuples de la Russie, chacun avec son territoire. La constitution officielle de la Russie, c'est évidemment une autonomie des provinces. Il y a deux cas particuliers, le parti communiste et les Juifs. Le parti dans l'État, et les Juifs. Et c'est la même chose que vous retrouvez quand on étudiera la situation de l'Égypte, du pharaon. Il y a les différents peuples asservis par cet empire, avec comme, bien entendu, province principale les Égyptiennes de l'Égypte, de la même manière qu'en Russie soviétique, les Russes blancs. Il y a les Russes blancs et les autres. Bon. Et puis, il y a les serviteurs du pharaon, vous avez dû remarquer ça dans les versets, les serviteurs du pharaon, c'est le parti au pouvoir, et il y a les Hébreux. Oui, nous retrouvons la même structure dans cette civilisation de la Perse d'Assuérus, qui n'est pas totalitaire, en tout cas légalement, comme l'Égypte du pharaon, qui est vraiment un empire très libéral, mais qui a à résoudre le problème des Juifs. Et comment il l'a à résoudre? Dans la rivalité avec les Amalécites. Vous suivez? Bon. Si vous voulez, pour prendre un pays un peu comme la France, très rapidement. La France,
qui est précisément le résultat d'une fédération de provinces. Okay? C'est clair. Bon, la France, finalement, peut être vue d'une certaine manière comme un empire ayant fédéré ces différentes provinces, avec une constitution très libérale. Okay? Et puis vous avez quand même deux cas particuliers. Les Juifs, qui, bien que citoyens de l'Empire, enfin de la France, n'ont pas de territoire à eux. Ils ne font pas partie du terroir, vous voyez ce que je veux dire. Et le parti fasciste, quel qu'il soit, les francistes, ceux qui sortent de l'école normale, peu importe, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les serviteurs de l'État. Okay? Et vous voyez à quel point c'est très, très, très parallèle chaque fois. C'est-à-dire c'est la même situation sociopolitique des Juifs dans les nations où ils vivent. Je crois que de notre temps se dévoile vraiment un exemple très, 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 très clair. C'est la Russie soviétique. Il n'y a pas de doute. On semble voir un décalque. Hein? Et d'ailleurs, comme je dis souvent en Pourim, et ça tout le monde l'a su, puisque la Suisse est russe. Donc, et pour revenir au problème, la première scène, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, la première scène qui va nous être racontée, c'est la tentation des Juifs à l'assimilation. Vous allez le retrouver vous-même dans le récit du premier chapitre. Okay? Les Juifs sont mis à l'épreuve de l'assimilation. Et comme précisément, ils ne vont pas résister, alors Aman va venir. Oui? Donc, alors, nous aurons à revoir tout ça, et d'autres thèmes, bien sûr, les athlètes et pas à pas. Donc, demain matin, on continue. On va raconter, cela s'est passé au temps de Assuérus. D'autre part, est-ce que vous avez eu un cours d'histoire de Madame Neher sur ces événements? Vous n'êtes pas arrivé là? Où est-ce que vous êtes arrivé en histoire? Vous êtes arrivé plus loin? Ken? Bon, vous avez fait très rapidement dans le texte, enfin, c'est pas un cours d'exégèse qu'on aura ce matin. Et notez-le parce que nous allons retrouver un élément très analogue dans l'histoire des Hébreux en Égypte, où il y a eu aussi un changement de dynastie qui explique un certain nombre d'épisodes qui se passent pour les Hébreux en Égypte. Tant que le souvenir de Joseph en Égypte était suffisamment fort, les Hébreux étaient respectés, et puis à partir du moment où il y a eu un changement de dynastie, on n'a plus tenu compte de l'importance et du prestige de Joseph dans l'histoire de l'Égypte, et la persécution a commencé. Alors, vous voyez l'élément d'analogie que vous allez noter, qui nous explique la suite. Ce changement de dynastie, ici avec Assuérus comme nouveau roi, va faire venir au pouvoir le parti des Amalécites en Perse. C'est clair? Alors, je vous donne le verset, c'est dans le livre de Shemot, je vous donne la référence, vous le retrouverez, pour ce que je vous ai dit concernant l'Égypte. Vayakom melech hadash, asher lo yada et Yosef. Vous connaissez ce verset? Alors, quelle est la référence? Pas premier verset, premier chapitre, verset 5, 8, dans Shemot. Premier chapitre, verset 8. Et la Torah nous dit qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un nouveau roi qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu Joseph. Bon, le Midrash explique qu'il faisait semblant de ne pas le connaître, comme si on pouvait savoir, on pouvait être roi d'Égypte et ne pas savoir quelle avait été l'importance de Joseph pour l'histoire en Égypte. Okay? Bon, là, nous avons quelque chose d'analogue qui est indiqué dès le premier verset. Vaïhi bimeh Achashverosh. Tout cela est arrivé, et ce fut, comme on traduit, au temps de Assuérus, où Achashverosh, ce même Assuérus, à Molech Mehodou Ve'adkush, qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Hodou, c'est l'Inde, et Kush, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est un peu le Soudan d'ailleurs aussi, tout ça, ça s'appelle Kush. Bon. Sheva Ve'esrim Omer à Médina, 127 provinces. Médina, c'est, dans l'hébreu moderne, c'est un mot qui signifie donc un État. Mais la Médina, en arabe, ça voulait dire la ville, la Médina, et en hébreu de ce temps-là, l'hébreu du temps de du Beit Sheni, du Beit Rishon, ça veut dire une province ou un royaume.
Bayamim Haem. En ces temps-là, Beshevet Amelech Achashverosh, Al-Kise Malchuto, suivez sur le texte. En ce temps-là, lorsque le roi Assuérus a voulu affermir son trône, vous voyez, c'est relié encore au fait qu'il y avait eu une révolution, changement de dynastie, et lorsqu'il a eu finalement installé son régime, et Malchuto, le trône de son royaume, Asher Veshushanabira, qui se trouve à Suse, la capitale, verset 3, Bishnat Shalosh le Molcho, à la 3e année de son règne, Asa Mishte, il a fait un festin, Lechol Sarav Avadav, à tous ses princes et ses serviteurs. Oui, les princes, c'est donc ses conseillers, on pourrait dire, aujourd'hui on dirait ministre, mais avant c'était, bon, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, c'est-à-dire on choisissait comme ministre ceux qui étaient les princes des peuplades que l'on gouvernait. Parmi les princes des peuplades que l'on gouverne, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, c'est un autre système. Varavada et ses serviteurs, il y a déjà une indication, comme au temps de l'Égypte, Avdei Paro, les serviteurs de Pharaon, qu'il y a un parti de la cour qui est au pouvoir. Alors, le jour où il a jugé que son régime était suffisamment stable, il a fait un grand festin pour inaugurer cela. On continue. Chel Paras Umadai, et il s'agit de l'armée de la Perse et de la Médie, à Parthemim, ça c'est un mot qui est dérivé du persan, c'est-à-dire les satrapes, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces, Parthemim, Vesaré à Médinot, et les princes des royaumes, les Fanav devant lui. Il a convoqué, et par conséquent, tous les représentants des peuples qu'il gouverne. Tout de suite, on est averti, il y a un problème. Et les Juifs, quoi? Comment ils rentrent dans ce système? Vous suivez? Beharoto et Rocher Kevon Malchuto, son intention, son propos était de montrer, de dévoiler la richesse de la gloire de son royaume. Vous savez, il fait une très grande fête. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la dernière dynastie de Perse avec le Shah. Les grandes fêtes ont été faites il y a quelques années pour le 2000 anniversaire de Cyrus, d'après celui-là, deuxième millénaire, et où Israël n'a pas été invité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il y a eu un incident diplomatique énorme, puisque les Arabes n'ont pas voulu, alors les Perses ont dit non. Veitiekar, Tiferet Gedulato, de grandes fêtes de ce genre, comme les grands empereurs étaient habitués de le faire. Yekar, Tiferet Gedulato, je traduis rapidement, ça veut dire et le prix de la magnificence de sa grandeur, enfin tout ça il faudrait étudier en détail, Yamim Rabim, de nombreux jours, puisque c'était Shmonim Umeatum, 180 jours de festin. Bon. Au Bimlot, Yamim Aele, et à la fin de cette période, suivez sur le texte, Asa Amelech Lechol Ha'am Animtzaim Beshushan Abira, le roi a fait pour tout le peuple qui se trouvait à Suse la capitale, les Migadol Ve'at Katan, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, Mishte Shivat Yamim, un festin de 7 jours. Bahatzar Ginat Bitan Amelech, dans la cour du jardin du palais du roi. Hour Karpas Utchelet, tout était décoré en tenture blanche, verte, bleue, Achuz Bechavlevuz Vergaman, qui était tenu par des cordons de soie et de pourpre, Al-Gilil et Kesef, sur des colonnes d'argent, vers Amoudéchesh, et des colonnades de marbre, Mitod Zahava Kesef, des lits d'or et d'argent, Al-Ispat Bahad Vashesh, sur des planchers de porphyre et de marbre. Shesh, c'est le marbre à Siven, Vesoharet, et comment vous appelez ça, de granit, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez une description de la richesse de cet empire, puisque au bout de la 3e année de son règne, il est capable de faire une telle débauche de magnificence. Lorsqu'on étudie ce texte, Al Piasso, d'un peu plus en détail, bon, ça renvoie à des structures de la création du monde lui-même. Je vous signale simplement pour vous dire que les détails ne sont pas ici pour rien, mais enfin nous lisons au niveau de la lecture historique. C'est-à-dire que c'est une civilisation d'une grande richesse, d'une grande valeur, pleine de valeurs. Donc, fascinante, comment dire, attirante, assimilatrice, si j'ose dire. Okay. Après cette même épreuve que les Hébreux avaient eue dans la grande civilisation de l'Égypte, voilà que les Judéens
qui sont les rescapés des Hébreux, vont avoir cette épreuve à un niveau, je pense, un peu différent de la relation à l'Égypte. Ce n'était pas le même type de civilisation, mais à un niveau aussi grave de danger. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est intentionnellement que le texte montre dans quel type de civilisation les Judéens vont être soumis à cette épreuve de l'assimilation. C'est clair? Bon, alors on continue. Verset 7. Là, c'est important pour notre sujet. Ve'ashkot bichle zahav. Et on servait à boire dans des ustensiles d'or. Ve'kelim mikelim shonim. Et les kelim, retenez bien ce mot, keli, ça veut dire oui, les ustensiles, les vases. Okay. Les kelim, mikelim shonim, étaient de différentes sortes. Veyen malchut rav, et le vin du royaume était nombreux, littéralement, keyad amelech, selon la main du roi. Ça veut dire qu'il y avait non seulement abondance, mais il y avait, et comme on va le voir après, pas de contraintes, mais il y avait une grande abondance. Chacun pouvait se servir à sa, comment dire en français? À volonté. Non, plus exactement. Chacun pouvait se servir selon son choix. Il pouvait choisir dans quel vase il voulait boire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir tout de suite. Hein? Bon. Vous voyez, le verset est très clair. C'est un empire très libéral. Hein? Très riche, on invite tout le monde, et en fait on en dit, servez-vous comme vous voulez. Vekelim, mikelim, shonim, les ustensiles étaient des ustensiles différents, de toutes sortes, shoné, veyen malchut rav keyad amelech. Et le vin du royaume était offert selon la main du roi, c'est-à-dire avec prodigalité. Voilà, je voudrais que vous mettiez bien ça en évidence. Une civilisation très libérale, avec beaucoup de valeurs, et très attirante, et très comment dire, séduisante, c'est le mot que je cherchais. Okay? Bon. Retenez en tout cas pour l'hébreu, c'est important, je ne sais pas si vous rencontrez encore cette année, quand on veut dire en hébreu moderne une hospitalité très généreuse, on dit keyad amelech, selon la main du roi, d'après ce verset. Okay? Retenez bien, ça c'est un mot très joli en hébreu, keyad amelech. Verset 8. Vashitiya kadat enones. Et la boisson, et on a appris qu'il s'agit du vin, la boisson kadat, selon la règle éditée par le roi, date, c'est le mot dont on va se servir plus tard pour dire la religion, date. Mais date, ça veut dire étymologiquement la règle, le droit, le statut. En ones, on n'obligeait personne. Il n'y avait pas de contrainte, littéralement. Ones, c'est la contrainte. Kichen Issad Amelech, car ainsi avait institué le roi, Al Kol Rav Beto, surtout celui qui avait un pouvoir dans sa maison, la Asot Kirtson Ish Vaish, de faire selon la volonté de chacun. Ça veut dire, vous voyez, qu'est-ce qui se met en place? C'est une civilisation très attirante, et cependant, selon la constitution officielle, il y a liberté absolue. Ça veut dire que cette communauté judéenne, tout de suite, est située à l'intérieur, en relation à un empire, qui va lui poser le problème de sa fidélité à elle-même ou de l'assimilation. C'est clair? Ça veut dire que les Judéens avaient donc, en principe, le droit d'être Judéens. Okay? Si vous prenez pour référence la Constitution française. Okay? Et puis, ceci dit, vous voyez tout de suite la générosité du vin de France, au point qu'il y a déjà 30 marques cachères de vins français différents. Vous voyez, les Kelim, Mikelim, Shonim. Tout ça, ça se passe. Une séduction inouïe. Et alors, le Midrash, sur ces derniers versets, va dire, voilà, on était invité à trinquer à la santé du roi, à boire le vin du roi. Mais on était libre de boire ou de ne pas boire. Eh bien, les Juifs ont bu. Et tout de suite, ils ont succombé à l'épreuve. C'est clair? Vous voyez quel est imaginez, je ne sais pas, le fait qu'on est invité chez le préfet, et puis alors, je ne sais pas pourquoi, oui, il y a l'anniversaire de la fondation de l'État,
Et puis le préfet sert le champagne. Et puis voilà, il y a le président du consistoire de la ville invité, et bien il boit le champagne du préfet. Ça a l'air anodin, et remarquez bien que c'est cela qui nous est raconté pour nous expliquer les catastrophes qui vont menacer cette communauté. Okay. Alors, c'est clair jusque-là. Est-ce que vous aviez remarqué cela? Il y avait, dans la manière dont c'était dit, dans le texte, une atmosphère de liberté absolue, donc de mise à l'épreuve. Vous l'avez compris par vous-même? Oui, non? Vous êtes muet ce matin? Bon, ben c'est ça qu'il fallait voir. C'est très clair. Et alors, vous allez quand même ajouter une autre chose un peu plus importante, c'est que pour la tradition, d'ailleurs toutes les traditions en général, mais c'est très formulé dans la tradition de la Kabbalah, c'est le vin qui est le symbole de la sagesse. Enfin, qui est le signe de la sagesse. La joie, c'est autre chose. Bon, je vais vous mettre la formule au tableau, nous allons l'étudier. Vous allez ici noter un thème très important, que vous étudierez aussi avec les dynimes. Il y a plusieurs rites importants à Purim. Il y a des mitzvot très importantes à Purim. Une des plus importantes, c'est l'épreuve du vin. Oui, tout de suite, ici, la communauté est mise à l'épreuve du vin. Et le sens, vous l'avez déjà compris, c'est l'épreuve de l'assimilation. Bon, là on aborde un sujet important, c'est que dans les grandes étapes de l'histoire que nous raconte la Torah, chaque fois, il y a l'épreuve du vin. Je vais vous en citer quelques-unes, et puis vous retrouverez ici. Bon, il y a d'abord, c'est rattaché d'abord à l'histoire du premier homme. Un des midrashim nous dit que ce fruit d'or, c'était la vigne. Il y a d'autres midrashim, mais finalement ça revient au même. C'est, la première explication que je vais vous donner, c'est ceci. Le résultat du fait d'avoir mangé de cet arbre pour le premier homme, le résultat